Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la correction des mini-partiels blancs, donc j'espère tout d'abord que ça s'est bien passé pour vous. Un autre point important sur lequel on voulait insister toute l'équipe, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser sur le forum sur Community. C'est des exercices assez importants que vous risquez de retrouver au partiel, donc s'il y a des choses qui ne sont pas comprises, même si c'est des exercices qu'on a déjà vus, n'hésitez pas à venir nous poser des questions sur le forum, venir nous voir aussi après l'école. Il n'y a pas de souci, on y répondra et c'est avec plaisir, donc n'hésitez pas. Donc sans tarder, on va commencer la correction. Donc sur un QCM qui était, on va dire, plutôt simple sur la radioactivité, plutôt sur les transformations isobariques et les structures de l'atome pour le QCM 1. Donc on vous donnait un diagramme de désintégration, celui de l'arsenic et les 5 items suivants. Donc on va commencer tout de suite avec le A. Donc l'item A était vrai. On nous parlait ici d'une transformation isobarique. Donc à chaque fois que vous entendez isobarique, ça doit vous faire appel chez vous à conservation du nombre de masses. Donc l'atome père et l'atome fils auront le même nombre de masses A. Donc étant donné qu'il y a une transformation, donc que c'est pas le même atome fils que l'atome père, le N et le Z varient forcément. Et on sait que normalement une variation du nombre Z induit deux éléments chimiques différents. Donc, s'il y a une variation du nombre Z entre l'atome père et l'atome fils, ce sont deux éléments chimiques différents. Et donc, dans le cas d'une transformation isobarique, le A reste constant, mais N et Z varient. Donc, l'atome père et l'atome fils sont deux éléments chimiques différents. Cet item était vrai pour cette raison. Pour ce qui est de l'item B, il était vrai aussi. Donc, il concernait le volume du noyau d'un atome. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a l'atome, qui est constitué d'un noyau avec un nuage électronique qui gravite autour. Et le noyau est constitué spécifiquement de protons et de neutrons. Ces deux entités forment les nucléons et on assimile le noyau à une sphère. Donc il est de forme sphérique. Donc on introduit la formule du volume d'une sphère, donc V égale 4 tiers de pi r cube. Mais le cours faisait apparaître une relation empirique quant au rayon du noyau. Donc c'était R est égal à R0 fois A, le nombre de nucléons, puissance 1 tiers. Donc simplement on réinjectait le rayon du noyau R donné par la formule empirique dans la formule du volume d'un noyau et on obtenait V égale 4 tiers de pi, parenthèse R0 fois A, donc le nombre de nucléons, je rappelle, puissance 1 tiers, parenthèse, puissance 3. Et avec la petite règle qui est donnée dans le rappel pour simplifier, qui est de que A puissance M parenthèse puissance N est égal à R, enfin, est égal à, excusez-moi, je vais réussir, à A puissance M fois N. Et donc, pour ce niveau-là, avec la simplification qu'on a mis dans le rappel, on obtenait tout simplement A puissance 1 tiers fois 3, A puissance 1 tiers fois 3, ça fait 1, donc ça faisait A puissance 1 est égal à A. Et donc avec la formule qu'on a ici, on voit bien que on multiplie par le nombre de nucléons A, et donc on a bien une relation de proportionnalité entre le volume et le nombre de nucléons. Maintenant, pour ce qui est de l'item C, on s'intéressait plus aux caractéristiques des atomes et aux ressemblances qu'ils pouvaient avoir. Donc ici, l'arsenic et le germanium, donc c'était par rapport au diagramme de désintégration. Ici, on rentrait un petit peu plus sur le diagramme de désintégration. Avec l'arsenic, l'atome père, le germanium, un des atomes fils. On nous demandait s'ils étaient isotones. En tout cas, on affirmait qu'ils étaient isotones. Donc il y a deux méthodes différentes pour répondre à cet item. La première est basée sur l'analyse du nombre de masses. Et la deuxième, on va la voir juste après. Elles sont assez similaires. C'est deux façons de réfléchir, mais on obtenait la même conclusion. Donc la première sur l'analyse du nombre de masses. L'arsenic, donc l'atome père, a un nombre de masse égal à 74. Vous pouvez le voir, il est noté juste ici, en haut à gauche avant l'atome. Et un de ces atomes fils, en l'occurrence le germanium dont on parlait ici, a aussi un nombre de masse de 74. Donc là, normalement, ça doit faire appel à vos connaissances et vous devez vous dire que c'est une désintégration isobarique étant donné que le nombre de A reste constant au cours de la transformation. Et vu que c'est une transformation, l'atome père et l'atome fils ne seront pas les mêmes, donc il y a une variation du nombre
de neutrons et ou de protons. Et de par cette relation A égale N plus Z, donc qui est importante à savoir, elle est en rouge juste ici, on sait que si N varie dans un sens, Z devra varier en sens inverse pour que le nombre de masses reste constant et que du coup, on soit bien dans le cas d'une désintegration isobarique, ce qui était le cas ici. Et deux isotones, on nous rappelle que c'est le même nombre de neutrons, ce qui est impossible dans ce cas-là, étant donné que soit N va varier et Z en sens inverse, soit Z varie dans un sens et N en sens inverse. Donc c'était la conclusion, et on va obtenir cette même conclusion avec cette deuxième technique qui est plutôt basée sur l'étude du diagramme de désintégration, qu'on nous remet ici en bas à droite. Ce qui est important de savoir à chaque fois qu'on parle du diagramme de désintégration, c'est que le diagramme de désintégration, on peut le situer dans un repère avec l'énergie en ordonnée et le nombre de protons croissants en abscisse. Donc ici, on a l'arsenic, ici le germanium. On voit bien que pour passer de l'un à l'autre, on se décale vers la gauche selon l'axe des abscisses. Donc le nombre de protons est décroissant. On perd un proton et on sait que de par la relation A égale N plus Z, une perte de protons, c'est un gain de neutrons dans le cas d'une transformation isobarique. Et donc, ils n'auront pas le même nombre de neutrons, ils ne pourront pas être isotones de ce fait. Donc voilà, c'était la même conclusion avec les deux méthodes, qui sont pas tellement différentes, mais c'était deux manières de réfléchir. On va tout de suite enchaîner avec l'item D. Donc ici, il était question des atomes fils de l'arsenic, le germanium et le sélénium, et on affirmait qu'ils étaient isomères. Donc cet item était faux. Il faut d'abord rappeler que deux atomes isomères, c'est deux atomes qui ont un noyau identique mais des niveaux d'énergie différents. Et on voit bien que ces deux atomes fils ne répondent pas à cette définition, étant donné qu'ils ont une dénomination différente, c'est pas du tout les mêmes noyaux, ils sont pas identiques, et donc ils ne peuvent pas être isomères. Vous avez ici un petit rappel qui nous indique bien que deux noyaux isomères sont similaires sur le plan du nombre de masses, du nombre de protons et du nombre de neutrons, mais qu'ils ont un niveau d'énergie qui est différent. Hop là. Je vous remets juste ce petit rappel, si vous voulez le capturer, vous mettrez en pause, mais normalement il est dans le cours. Et on va finir avec l'item E qui était faux. Donc lui c'était plus sur les transformations radioactives en général. Donc ici on nous demandait si l'arsenic absorbait de l'énergie pour se transformer en germanium, et c'est évidemment faux. La formation spontanée d'un élément fils, c'est synonyme de dégagement d'énergie. C'est un processus radioactif, il dégage de l'énergie, et plus il en dégage, plus il sera stable, plus l'atome fils sera stable. Par contre, on souligne ici que pour former artificiellement un élément fils, là il y a un apport d'énergie, et c'est ce qu'on rencontre dans les réactions nucléaires. Et il est souligné encore ici que tous les radionucléides utilisés en médecine nucléaire sont produits artificiellement, et donc là il y a un apport d'énergie. Mais une transformation spontanée dégage nécessairement de l'énergie. Donc voilà, c'était tout pour le QCM 1. Les lettres justes étaient A et B, et je vais maintenant passer la main à Maël pour la suite de la colle. On va corriger le QCM2. L'item A était faux. On nous demande de calculer la constante de désintégration totale de l'arsenic. Pour ça, on va utiliser la formule qu'on connaît bien, lambda égale ln2 sur T1,5. Le T1,5, il était donné dans le diagramme, il est de 18 jours. On fait notre application numérique et on trouve comme résultat 0,0385 jours moins 1. L'item B était vrai. On nous demande de calculer le rapport d'embranchement de la capture électronique. Dans ce type de QCM, c'est intéressant d'écrire sur le diagramme les types de transformations. Petit rappel pour savoir quel est le type de transformation selon la flèche. D'abord, il faut regarder si la flèche elle va de droite à gauche ou de gauche à droite. Si elle part vers la gauche, ça veut dire que notre noyau il va perdre un proton. S'il perd un proton, c'est qu'il était trop riche en protons. Un noyau qui est trop riche en protons se désintègre par une capture électronique ou par une bêta+. Au contraire, si la flèche part vers la droite, ça veut dire que le noyau il va gagner un proton. Ça veut dire qu'il était trop pauvre en protons. Un noyau qui est trop pauvre en protons, il va faire une bêta-.
Donc, si on reprend à gauche, on peut avoir soit une capture électronique, soit une bêta plus. Mais comment savoir si celle de gauche est la capture électronique ou est-ce que c'est celle de droite? Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la bêta plus, vous voyez qu'elle n'est pas droite. La capture électronique est directe et pas la bêta plus. C'est qu'en fait, cette partie droite, elle correspond au seuil d'énergie de la bêta plus, qui est de 1,022 mètres. Du coup, quand on a ces deux flèches, pour reconnaître la bêta plus, c'est celle qui est verticale, puis tourne. Donc, on a tout écrit. Top. On peut donc calculer le rapport d'embranchement de la capture électronique. Donc, pour calculer ce rapport d'embranchement, on va partir de cette formule. Donc, on voit qu'on peut le calculer, ce rapport, de deux façons, soit en utilisant les constantes, soit en utilisant les périodes. Il faut faire attention parce que oui, on peut utiliser celle-là ou celle-là, mais dans tous les cas, il faut que la valeur d'en haut soit dans la même unité que la valeur d'en bas. Par exemple, le lambda CE qui était donné dans l'énoncé, il était en heure moins 1. Donc pour nous arranger, il faudra calculer le constante de désintégration totale en heure moins 1. Pareil pour la période, on a une période de 18 jours. Il faudra donc calculer une période de la capture électronique en jours. Comme ça, on va faire des jours sur des jours ou bien des heures moins 1 sur des heures moins 1. Donc avec les périodes, on a déjà la période totale qui est de 18 jours. On cherche du coup la période de la capture électronique. On part toujours de la même formule. T égale ln22 sur lambda. On part de lambda égale 7,3 10-4 heures moins 1. On va donc trouver 949,5 heures. Il faudra donc convertir en jours pour que notre période de la capture électronique TCE soit dans la même unité que la période totale qui est en jours. Donc on aura des jours sur des jours. Donc on fait le rapport égale 18 jours sur 39 jours et on trouve 0,45, ce qui est pareil que 45%. Alors avec les constantes de désintégration, pareil, on part de lambda tot qu'on a trouvé dans l'item A, qui était de 0,0385 jour moins 1. On voit qu'elle est en jour moins 1, il faudra donc que la lambda CE, on le mette aussi en jour moins 1 pour que ce soit homogène. Donc, on a dans l'énoncé un lambda CE de 7,3 10-4 heure moins 1. Pour passer en jour moins 1, on multiplie par 24. On fait donc le rapport 0,175 jours moins 1 sur 0,0385 jours moins 1 égale 0,45 ou 45%. On voit que avec les périodes ou avec les constantes de désintégration, ça fonctionne. Alors l'item C était vrai. On nous demande de calculer la constante de désintégration partielle de la transformation bêta plus. Pour ça, on va partir de la formule du rapport d'embranchement et on va isoler la constante bêta plus, lambda bêta plus. Alors vous vous demandez sûrement, mais comment trouver le rapport d'embranchement E bêta plus? En fait, on va repartir du diagramme. On écrit le 45% qu'on vient de trouver sur sa flèche. Ce qu'il faut savoir, c'est que la somme des pourcentages de chaque flèche, donc 45% plus le pourcentage ici, plus 21 plus 9%, sera toujours égal à 100%. On peut donc écrire que le rapport CE qui est de 45, plus le rapport d'embranchement E bêta plus qu'on ne connaît pas, plus le rapport d'embranchement bêta-1 qui est de 21%, plus le rapport d'embranchement de bêta-2 qui est de 9%, le tout sera égal à 100%. On peut donc trouver E bêta plus. On trouve un E bêta plus de 25%. Il faut faire attention parce que dans le calcul, on ne va pas utiliser 25, on va utiliser 0,25. Donc on reprend notre formule. On fait lambda bêta plus égale 0,25 fois 0,0385 jours moins 1. On trouve donc une constante lambda bêta plus de 9,625 10-3 jours moins 1. Alors l'item D était faux. Ici, tous les mots sont importants. D'abord, on a le temps, donc à T0. Ensuite, on nous demande l'activité partielle de la capture électronique. Donc on va partir de cette formule A égale lambda n. Ici, l'activité, ça va être l'activité partielle due à la capture électronique. Elle va être en Becquerel. La constante de désintégration partielle de la capture électronique, elle va être en
seconde moins 1, parce qu'on veut que ce soit homogène au becquerel. On rappelle que 1 becquerel est égal à une désintegration par seconde. Ensuite, le n c'est le nombre de noyaux de l'élément pair autant qu'on recherche donc à T0, qui était donné dans l'énoncé, qui était de 6,7 10 puissance 10. Donc si on reprend, on cherche l'activité partielle de la capture électronique, on utilise la constante de la capture électronique fois le nombre de noyaux de l'élément pair autant 0. Donc on fait dans l'ordre, d'abord le lambda CE, on va le passer en seconde moins 1, donc il est en heure moins 1, on divise par 3600, on trouve 2,028 10 puissance moins 7 seconde moins 1, on fait notre application numérique, seconde moins 1 fois le nombre de noyaux, et on trouve 13 587 becquerels. Alors, donc, l'item E était vrai. Donc là, c'est un item qui ressemble un peu à l'item D, sauf que cette fois, on nous demande au bout de 25 jours. Donc, on va devoir prendre ça en compte. Donc, on retrouve la même formule avec A bêta plus, l'activité partielle de la bêta plus en becquerel, lambda bêta plus, la constante de désintégration partielle de la bêta plus en seconde moins 1 toujours, parce qu'on a un résultat en becquerel, et nt, c'est le nombre de noyaux au temps t. Donc ici, ce sera le nombre de noyaux restants au bout de 25 jours. Donc voilà, on va faire tout ça dans l'ordre. D'abord, on va convertir notre constante bêta plus en seconde moins 1 pour notre calcul. Donc on l'avait trouvé en jour moins 1. Pour passer en seconde moins 1, on divise par 24 et par 3600, et on trouve une constante de 1,114 10 puissance moins 7 secondes moins 1. Très bien. Alors pour le nombre de noyaux pairs au bout de 25 jours, il y a une petite subtilité. C'est que, vous voyez là, ça c'est la formule de la décroissance classique. Donc n au temps t est égal à n au temps initial fois exponentielle de moins lambda t. Sauf que on ne va pas prendre lambda bêta plus ici, on va prendre lambda total. Pourquoi? En fait, entre 0 jours et 25 jours, le noyau pair il va se désintégrer selon les 4 façons. Donc, de 0 jours à 25 jours, il peut y avoir des captures électroniques, des bêta plus et des bêta moins. Du coup, le pair qui part de 6,7 10 puissance 10 noyaux, il va se désintégrer de toutes ces façons jusqu'à arriver à un certain nombre au bout de 25 jours. Du coup, on va prendre la constante de désintégration totale ici. Donc, on fait notre petite application numérique et on trouve que le nombre de noyaux pairs au bout de 25 jours restants est de 2,559 10 puissance 10 noyaux. Donc, tout ce qu'on a à faire maintenant qu'on a tous nos termes, c'est de faire l'application numérique totale. Donc, on a notre constante de désintégration de la bêta plus en seconde moins 1 qu'on a calculé. On a le nombre de noyaux pairs restants au bout de 25 jours qu'on a calculé en faisant bien attention pour cette valeur de bien utiliser la constante totale. Et donc, en faisant l'application numérique, on trouve une activité partielle de la bêta plus à t égale 25 jours de 2850 becquerels. Du coup, le QCM, c'est le dernier QCM, c'est BCE. Voilà, bon courage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le forum. Coucou, alors du coup on corrige ensemble le QCM3. Donc ce QCM3 c'est essentiellement un QCM de cours. Donc l'item A il était faux. Donc lors de la diffusion la molécule est attirée par une force intrinsèque. Donc ça c'était faux parce que c'était lors de la migration que la molécule est attirée par une force intrinsèque qui est appliquée sur la molécule avec une direction et un sens parfaitement définis. Au contraire, donc lors de la diffusion, ça va être un transfert moléculaire qui est dû à une agitation thermique et qui est dû également à l'existence d'un gradient de concentration. Et donc, ce flux diffusif, il est dirigé du compartiment le plus concentré en soluté vers le compartiment le moins concentré en soluté, dans le but d'aller équilibrer nos deux compartiments. Donc, la diffusion, c'est un phénomène spontané qui ne va demander aucune dépense d'énergie et qui va conduire à un équilibre entre nos deux compartiments avec une homogénéisation de nos concentrations en soluté. L'item B, il était juste également
Enfin, il était juste parce que l'item A était faux, pardon. Donc, le flux diffusif d'un soluté, il augmente avec la température. Donc, en effet, la diffusion dépend de la température. Donc, D dépend de T. Donc, le flux diffusif, il est donné par la loi de Fick. Et il est proportionnel au coefficient de diffusion par la formule suivante. Donc JD, notre flux diffusif, c'est égal à notre coefficient de diffusion D fois notre surface fois notre gradient de concentration. Le coefficient de diffusion, donc ce fameux D, il est lui-même donné par la formule, donc D est égal à RTB, avec donc R, notre constante des gaz parfait, donc qui est égale à 8,32, T, notre température en Kelvin, et B, notre coefficient de mobilité molaire. Donc, d'après cette formule, on constate que D et T sont proportionnels puisque si notre température augmente, forcément, notre coefficient de diffusion augmentera. Et donc, finalement, donc si T augmente, D augmente. Et donc ici, si D augmente, forcément, notre flux diffusif va augmenter. D'accord ? Donc, voilà. Ensuite, l'item C, il était juste aussi. Donc, la migration électrique n'intéresse que les ions. Donc, lors de la migration, la molécule est attirée par une force intrinsèque. On sait qu'il existe 3 types de migration. Donc, la migration électrique, qui fait appel à un gradient de potentiel électrique. La migration gravitationnelle, donc avec des phénomènes de sédimentation ou de centrifugation. Et la migration magnétique. Donc là, dans la migration électrique, on sait que cette migration électrique, elle est due à la force de Coulomb. La force de Coulomb, c'est lorsque deux molécules chargées présentent des interactions entre elles et elles n'intéressent que les ions. Car il n'existe pas de transfert électrique de solvant puisque le solvant étant neutre, il ne va pas y avoir de transfert électrique de solvant. Et donc, cet item, il était bien juste, elle n'intéresse bien que les ions. Item D, donc il était vrai. La pression oncotique pi augmente le long du capillaire glomérulaire. Donc ça, c'était juste. Donc qu'est-ce qui se passe dans le phénomène du capillaire glomérulaire? Donc dans le sang, il faut savoir que la concentration en protéines, elle est plus élevée que dans l'urine primitive. Ce qui veut dire que la pression oncotique, elle est plus élevée dans le sang que dans les urines. Ok, parce qu'on va avoir plus de protéines en gros dans le sang. Ainsi, il existe un pouvoir d'attraction plus grand dans le sang que dans l'urine. Donc ça, c'était un petit plus en fait. Donc dans le phénomène de filtration glomérulaire, lorsque le sang il est filtré, il va exister des barrières en fait qui vont empêcher nos protéines de sortir de nos capillaires. Donc l'eau, elle va sortir en abondance et les protéines, elles vont rester bloquées dans les capillaires glomérulaires, donc dans le sang. La concentration protéique, elle va donc augmenter au fur et à mesure du capillaire, puisque l'eau va sortir de façon continue le long du capillaire, mais les protéines, elles vont rester bloquées. Donc au fur et à mesure, on va avoir de moins en moins d'eau, et donc la concentration protéique va augmenter. D'accord ? Donc, la pression oncotique qu'exercent nos protéines dans nos capillaires, elle va forcément également augmenter, d'accord? Puisque du coup, donc on a toutes nos protéines bloquées dans notre capillaire, l'eau qui va, elle, avoir tendance à passer dans le glomérule pour aller vers la formation de l'urine. Et donc, au fur et à mesure du capillaire, l'eau sort de notre capillaire. Donc ça, c'est de façon continue. Donc, delta P va rester constant tout au long du capillaire glomérulaire. En revanche, la pression oncotique qu'exercent nos protéines dans le capillaire, elle va augmenter puisqu'il va y avoir de moins en moins d'eau et donc la concentration en protéines va être de plus en plus importante dans le capillaire. Donc voilà, ça c'est exactement ce que je viens de vous préciser. Et donc on aura bien une augmentation de la pression oncotique pi et une pression hydrostatique delta P qui va rester constante tout au long du capillaire glomérulaire. Donc ça, c'est pour nos capillaires glomérulaires. Par contre, ça va être l'inverse dans nos capillaires sanguins. Donc pour rappel, les capillaires glomérulaires, c'est ce qui va se passer au niveau des reins.
et au niveau donc du sang, donc des capillaires sanguins. C'est ce qu'on appelle le phénomène de Starling et c'est ce qu'on va voir à l'item E et il se passe un peu l'inverse en fait. Donc, dans la paroi des capillaires sanguins, le flux osmotique d'eau est dirigé vers le compartiment interstitiel? Non. Alors, dans nos compartiments sanguins, les protéines, elles sont bloquées dans le compartiment plasmatique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on a deux compartiments. Donc, le compartiment plasmatique qui contient nos protéines et le compartiment interstitiel qui correspond en fait un petit peu au tissu. Donc, les protéines, elles sont bloquées dans le secteur plasmatique et donc le flux osmotique d'eau, il va être dirigé vers ce compartiment plasmatique. Pourquoi? Parce que les solutés, ils ont plus tendance à diluer le milieu plasmatique qui est donc, comme je vous l'ai dit, concentré en protéines. Donc, le phénomène là que l'on va étudier entre donc les échanges entre le compartiment plasmatique et interstitiel, c'est le phénomène de Starling. Donc on va récapituler tout ça avec ce schéma-là. Donc le sang, il arrive par ici. Donc il arrive dans l'artériole, hop. Ici donc ici nous avons donc la pression hydrostatique qui est schématisée en vert et en orange ici c'est la pression oncotique qu'exercent nos protéines. Donc on peut voir ici que la pression oncotique tout au long du capillaire, elle va être constante. Donc c'est en ça que ça s'oppose au phénomène dans les capillaires glomérulaires. Au contraire, par contre, la pression hydrostatique, cette fois-ci, elle va diminuer tout au long du capillaire. Pourquoi? Parce que donc à l'entrée du capillaire, ici, le but, ça va être en fait pour notre eau, en fait, d'aller vers le secteur interstitiel. Donc le secteur interstitiel, en fait, c'est tout ce qui est ici. Et ici, nous avons le secteur plasmatique. Donc le but, ça va d'aller vers le secteur interstitiel, vers les tissus, pour aller nourrir nos tissus, en fait. Donc l'eau, qui va être riche en nutriments, etc. au début, va avoir tendance à passer dans nos tissus pour aller les nourrir. Ensuite, tout au long du capillaire, donc il se passe la même chose. Et à la fin du capillaire, nos tissus, ils sont complètement nourris. Et au contraire, ils vont vouloir se décharger dans le capillaire pour qu'ensuite le sang puisse aller notamment dans les poumons ou dans les urines pour aller rejeter tous les déchets via donc les protons dans les urines et le CO2 dans la respiration. Et donc cette fois-ci, le sang à la fin du capillaire, il va avoir tendance à aller dans ce sens-là. La pression, pardon, va avoir tendance à aller dans ce sens-là. Et donc, il faut pour ça que la pression hydrostatique soit beaucoup plus basse, en fait. Donc, c'est pour ça que la pression hydrostatique va diminuer tout au long du capillaire. Ok? Parce que du coup, au début du capillaire, comme la pression hydrostatique est très importante, on a un flux qui va dans ce sens-là. Donc une pression efficace qui est supérieure à 0 vers le compartiment interstitiel. À la fin du capillaire, on va avoir une pression efficace inférieure à 0 et donc il va aller vers le compartiment plasmatique pour aller décharger tous nos déchets dans les urines et la respiration. Donc voilà, donc la pression hydrostatique PC, elle correspond à la pression mécanique exercée par le sang le long de la paroi du capillaire sanguin. Et la pression oncotique, c'est toujours notre pression exercée par nos protéines qui attirent nos molécules d'eau. Donc la pression hydrostatique, elle va diminuer le long du capillaire sanguin, puisque la pression exercée par la veine est inférieure à celle de l'artère. Et la pression oncotique, elle va quant à elle rester constante, puisque nos protéines restent dans le compartiment plasmatique et ne vont jamais en sortir. Okay, parce que la membrane en gros du compartiment plasmatique est imperméable aux protéines. C'est une membrane qui est dite dialysante. Donc le flux net d'ultrafiltration au niveau du capillaire, il dépend du sens de la pression efficace de filtration. Donc on a notre pression hydrostatique moins notre pression oncotique, qui est égale à la pression dans le capillaire moins la pression dans le milieu interstitiel, le tout moins la pression oncotique. Et donc les items juste pour ce QCM3 étaient les items B, C et D. Salut, bon j'espère que ça s'est bien passé.
Du coup là on va corriger le QCM 4, donc c'est un QCM sur un plongeur. Il était un peu différent de celui que vous aviez eu à la colle 3. Donc là on vous dit que Charlie elle plonge à une profondeur de 65 mètres avec une bouteille qui contient un mélange ternaire. Donc un mélange ternaire, ça veut dire qu'il contient 3 gaz différents. Donc ici nous avons de l'oxygène, de l'azote et de l'hélium. De plus, on vous dit que l'hélium n'a ici pratiquement pas d'effet narcosant. Dans les données, on vous donne les coefficients de solubilité de l'oxygène et de l'azote dans le plasma. On vous donne également la quantité d'oxygène gazeux à ne pas dépasser afin d'éviter un risque d'hyperoxie et la quantité d'azote gazeux à ne pas dépasser afin d'éviter un risque de narcose à l'azote. Donc l'item A, il était vrai. Pour pouvoir plonger sans risque à une profondeur de 65 mètres, la concentration d'oxygène ne doit pas excéder 20%. Donc ici, en fait, ce qu'on cherchait, c'était le pourcentage maximal d'oxygène qu'il puisse y avoir dans la bouteille, afin qu'à 65 mètres, le plongeur évite un risque d'hyperoxie. Donc on va partir de la formule de la loi de Henry, qui vous dit que votre VSTPD, donc votre quantité de gaz qui est dissous en millilitres, il est égal à votre coefficient de solubilité du gaz en millilitres par millilitre de plasma, multiplié par votre volume en millilitres, multiplié par votre pression partielle en ATM. Donc la pression partielle d'un gaz, ça va correspondre en fait à la pression totale à une profondeur H, donc ici à 65 mètres, multiplié par votre pourcentage de gaz dans la bouteille. Donc ici, en fait, ce qu'on cherche, c'est votre pourcentage d'oxygène dans votre bouteille afin d'éviter un risque d'hyperoxie. Donc on résume nos données. On a notre coefficient de solubilité de l'oxygène, votre VSTPD qui correspond donc à votre seuil de 0,056 ml par millilitre de plasma, votre pression à 65 mètres qui est de 7,5 atm, et votre volume qui est de 1 ml. Pourquoi 1 ml? Parce qu'en fait, votre VSTPD ici, il va être en millilitres par millilitre de plasma. Donc on se place bien dans 1 millilitre. Petit rappel, lorsqu'un plongeur descend en profondeur, votre pression elle va augmenter de 1 atm tous les 10 mètres. Sauf qu'il faut bien se rappeler qu'à la surface, vous aurez déjà une pression atmosphérique qui sera de 1 atm. Donc, pour trouver votre pression à une profondeur H, on va utiliser cette formule. Votre pression à une profondeur H va être égale à 1 plus votre profondeur en mètres divisé par 10. Donc là, votre profondeur, c'est 65 mètres. On applique la formule et on trouve bien une pression à 65 mètres de profondeur qui est égale à 7,5 atm. Donc là, on reprend notre formule. On isole le pourcentage d'oxygène dans la bouteille. Donc le VSTPD, on prend bien ici le seuil d'hyperoxie à ne pas dépasser afin que le plongeur n'encourt aucun risque. Donc là on a toutes les données, on applique la formule et on obtient bien un pourcentage d'oxygène dans la bouteille qui est égal à 20%. Donc l'item A il était vrai. L'item B il était faux. Donc pour pouvoir plonger sans risque à une profondeur de 65 mètres, la concentration d'azote ne doit pas excéder 62%. Donc là, en fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'on cherche cette fois-ci le pourcentage maximal d'azote dans la bouteille. Donc, on récapitule nos données. On a un coefficient de solubilité de l'azote, votre seuil à ne pas dépasser, donc qui est donc votre VSTPD, votre pression qui est toujours de 7,5 atm, et votre volume, on reprend un volume de 1 ml. Donc on réapplique cette formule en pensant bien à modifier vos données. Votre VSTPD, c'est bien celui qui correspond au seuil de narcose. Hop, donc là on passe à l'application numérique et on obtient un pourcentage d'azote dans la bouteille qui est égal à 53%. Donc maintenant, on nous dit que la bouteille, elle contient 18% d'oxygène, 52% d'azote et 30% d'hélium. Donc l'item C, il est vrai. La profondeur maximale sans risque de narcose est de 67 mètres.
Donc cette fois-ci, ce qu'on cherche, c'est une profondeur. Pour trouver la profondeur maximale, on va commencer d'abord par déterminer la pression maximale. Et à partir de la pression, on va déterminer la profondeur. Donc on reprend votre formule de la loi de Henry. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'isoler votre pourcentage de gaz dans la bouteille, on va isoler la pression. Donc on l'isole, on a toutes les données nécessaires et on trouve une pression de 7,7 atm. Donc maintenant, pour trouver votre profondeur maximale, vous reprenez cette formule-là, que votre pression à une profondeur H est égale à 1 plus votre hauteur divisé par 10. Vous isolez votre profondeur H, et donc on peut passer à l'application numérique. Donc votre pression, c'est celle qu'on a déterminée juste avant, 7,7 atm, moins 1 divisé par 10, et on obtient une profondeur maximale de 67 mètres afin d'éviter un risque de narcose. Item D. La profondeur maximale sans risque d'hyperoxie est de 86 mètres. Donc l'item il est faux. Donc pour commencer, on va procéder en fait de la même façon qu'à l'item C. Donc on repart de votre formule de la loi de Henry. On isole la pression. On obtient une pression de 8,6 atm. Donc là, vous allez reprendre votre formule avec votre pression qui est égale à 1 plus votre profondeur divisé par 10. Vous isolez votre profondeur. Et donc, vous obtenez une profondeur de 76 mètres et non pas de 86 mètres. L'item E, il est faux. Pour remonter à la surface, Charlie n'a pas besoin d'effectuer de palier de décompression. Donc, on rappelle qu'un palier de décompression, c'est une procédure qui aura toujours lieu en fin d'une plongée. En fait, ça va correspondre au temps qu'on passe à une certaine profondeur afin de réduire votre taux d'azote et d'hélium qui reste dans vos tissus avant de remonter à la surface. Donc quand nous sommes à la surface, on respire de l'air qui contient de l'oxygène et de l'azote, sauf que votre azote, il ne sert à rien dans l'organisme. Donc en fait, on va l'inspirer, mais après on va le rejeter, puisqu'on s'en sert pas. C'est donc ce qu'on appelle un gaz inerte. Sauf qu'en plongée, les choses elles sont un petit peu différentes. Votre azote, il va passer de vos poumons vers le sang, puis du sang vers les tissus. Sauf que plus la profondeur elle va augmenter, et plus votre pression sera importante. Donc, plus votre absorption d'azote le sera également. Le corps du plongeur, il va rapidement devenir saturé en azote. Donc, lorsqu'il va remonter, la pression de l'eau, elle va diminuer, et votre azote qui a été accumulé pendant la plongée, elle va revenir dans le sang sous forme de microbules, puis elle va être rejetée des poumons. Mais si on ne fait pas de remontée progressive, les petites bulles elles vont être mal éliminées, et donc c'est ça qui peut engendrer des accidents de décompression. C'est pour ça qu'il est important de toujours réaliser des paliers de décompression, quelle que soit la profondeur. Il faut bien laisser le temps à notre organisme de bien rejeter l'excédent d'azote. Donc, les lettres justes c'était A et C. Salut à tous, c'est Islam et aujourd'hui on va corriger le QCM 5 des mini partiels blancs. C'était un QCM qui portait sur des calculs de concentration mais aussi un calcul de constante de dissociation. Alors, ce QCM, il y avait pas mal de données, il fallait bien les lire parce qu'elles nous aidaient beaucoup pour la réalisation des items. Et d'ailleurs, on peut entamer directement avec l'item A, qui était faux. La concentration molale se calcule avec la formule suivante, C molal égale N soluté sur V solution. On parlait là de la concentration molaire, c'est la formule de la concentration molaire et pas de la molale. La différence entre les deux, c'est que dans la molaire, vous aurez N soluté sur V solution, et dans la molale, N soluté sur masse de solvant, pardon. La masse de solvant, elle est très souvent presque égale au volume de solution. Du coup, en fait, on va avoir un résultat qui va être presque pareil dans les deux cas. Donc c'est là qu'il faut faire très attention. Il peut y avoir des pièges là-dessus. Et bien différencier le volume de la solution et la masse de solvant. Pour retenir ces deux formules, on peut avoir le moyen technique suivant. Dans molaire, il y a le R de litre. Du coup, on divise par le volume. Et dans molal, il y a le L de kilo. Donc on divise par la masse. Pour l'item B, il était vrai, la concentration molaire de la solution d'acide acétique est de 0,59 mol par litre. Alors, il y avait pas mal d'étapes pour ce calcul-là. C'était pas le plus simple du QCM d'ailleurs. Donc il faut y aller vraiment étape par étape. Et très, très important, il faut savoir ce que l'on cherche.
Là, c'était une concentration molaire qu'on voulait. J'étais vraiment le premier l'année dernière à me foirer sur ce genre de questions parce que je voulais aller trop vite, j'allais dans tous les sens et je me perdais. Donc, d'où l'importance d'y aller vraiment étape par étape. La concentration molaire, donc ça va être N soluté sur V solution. Dans le cas précis de ce QCM, on n'avait ni l'un ni l'autre dans les données. Donc, il fallait tout calculer en reprenant depuis le début. Le petit n, c'est petit m sur grand M. Là, pour le coup, on avait de quoi calculer ça dans les données. Et le volume de la solution, c'était V solution égale V soluté plus V solvant. Et ça aussi très important, il fallait prendre en compte le volume du soluté et pas que le volume du solvant. Ça, c'est une erreur que moi-même j'avais tendance à faire, même au lycée carrément, parce que tout le temps je me disais, bah, V soluté, on s'en fout quoi, il est négligeable. Alors que non, il est important, ça va changer le résultat. On peut calculer V soluté à partir de cette formule. Donc on avait ρ et on avait petit m dans l'énoncé, dans les données. Et en fait, on isole le volume du soluté pour obtenir V égale petit m sur ρ. Il fallait penser à convertir aussi, oui, la masse volumique ρ en kg par mètre cube. Et le volume du solvant, il nous était donné, c'était 2 fois 10 exposant moins 3 mètres cubes, mais voilà, il faut toujours avoir cette conversion en tête. 1 décimètre cube, c'est 10 moins 3 mètres cubes, c'est 1 litre. Du coup, 10 moins 3, 2 fois 10 moins 3 mètres cubes, c'est 2 litres. On peut maintenant calculer notre concentration molaire parce qu'on avait absolument tout à notre disposition. N égale à M, petit m sur grand M, ça nous faisait 25 sur 60, soit 0,41, 67 mol. Le volume de soluté, on avait 25 sur 1050, et ça nous faisait 0,02, 381 litres. À partir de là, on pouvait calculer le volume de solution. Donc on ajoute les 2 litres qu'on avait dans les données, plus ce qu'on vient de calculer. Ça nous faisait 2,02, 381 litres. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La différence en soi, elle est que de 0,2. Donc ça paraît négligeable, mais vous allez le voir dans le résultat final. Vous savez, une approximation sur une approximation sur une approximation, ça finit par donner une grosse différence. On peut maintenant déterminer la concentration molaire de la solution, à savoir ce qu'on cherchait depuis le départ. 0,41 sur 2,02, ça nous fait 0,2059 mol par litre. L'item C, il était faux. La concentration molale de la solution d'acide acétique est de 0,02, 0,83 mol par gramme d'eau. Alors là, c'est l'unité qui était fausse, parce que du coup, la concentration molale, la formule, on l'avait. On l'a vu tout à l'heure plutôt, c'est N soluté sur masse de solvant. Donc là, c'est encore plus simple parce que N soluté, on l'avait déjà, on l'a calculé tout à l'heure, c'était 0,04. Et masse de solvant, on a dit tout à l'heure que, on l'a pas dit, mais on avait mis une conversion de litres, donc on avait dit que 1 décimètre cube, c'était égal à 1 litre. Mais là, on ajoute du coup que c'est aussi égal à 1 kg d'eau. Donc, 2 litres d'eau, ça va être égal à 2 kg d'eau. Et c'est là où je vous dis que la différence, elle est vraiment minime, parce que tout à l'heure, c'était 2,02 quelque chose, le volume par lequel on divisait, et là, c'est juste 2. Donc ça va nous faire une petite différence, mais qui est à prendre en compte. Donc là, ça nous fait 0,02, 0,83 mol par kilogramme d'eau. Elle est là, la nuance. Pourquoi l'item est faux? C'est à cause de ça. Parce qu'on a divisé par 2 kg d'eau. Si on avait divisé par 2000 grammes, je sais pas moi, je vous dis des bêtises, mais si la formule c'était qu'il fallait diviser par des grammes, dans ce cas-là, oui, il aurait fallu garder les grammes. Mais là, c'est par 2 kg d'eau. Donc, le résultat, il va être en kilogrammes d'eau et pas en grammes d'eau comme c'était écrit dans l'item. Si on avait voulu à tout prix des grammes d'eau, on aurait fait 10 exposant moins 3, ce qu'on a juste en dessous. L'item D, il était faux. La concentration osmolaire de la solution d'acide acétique est de 1,462 osmoles par litre. Alors, pour calculer une concentration osmolaire, on a deux formules qui vont en fait être là pour différencier les électrolytes forts et les électrolytes faibles. Dans quel cas on utilisera la première et dans quel cas on utilisera la deuxième, en fait, ça va dépendre de nos électrolytes. Comment on sait s'ils sont forts ou faibles? Tout simplement, ici, dans les données, on avait la constante, ou plutôt, pardon, le coefficient de dissociation alpha. À partir du moment où on a le coefficient de dissociation alpha, on ne se pose pas de questions, c'est des électrolytes faibles. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire électrolytes faibles, électrolytes forts? Des électrolytes forts en solution, ils vont se dissocier complètement. Il n'y aura pas de coefficient à avoir en fait. Tout va se dissocier. Les électrolytes faibles, ils vont se dissocier partiellement. Il y aura une partie dissociée et une partie non dissociée. D'où l'intervention d'un coefficient de dissociation alpha. Du coup, quand vous avez ce coefficient qui vous est donné, il n'y a pas à se poser de questions, c'est des électrolytes faibles. En revanche, si on ne vous le donne pas, eh bien dans les données ou dans l'énoncé, on vous donnera forcément l'information.
On vous dira si c'est des électrolytes faibles ou des électrolytes forts. On vous laissera pas deviner autrement. C'est pas possible de toute manière que vous le deviniez autrement. C'est soit grâce au coefficient, soit parce qu'on vous le dit directement dans les données. Quant au nu, là, le petit v, lui, ça va correspondre au nombre d'osmoles. C'est-à-dire que par exemple, votre acide acétique, là, quand il va être en solution et qu'il va se dissocier, il va donner du CH3CO- et du H+. Donc deux nouvelles entités. On est parti d'une entité et ça a donné deux nouvelles entités. Donc il y a deux osmoles. Et comme il y a deux osmoles, ce petit nu sera égal à 2. Voilà à quoi ça correspond en fait. Il peut être égal à 1, il peut être égal à plus, peu importe. Mais là, du coup, on avait tout ce qui nous permettait de calculer notre concentration osmolaire dans le cas d'électrolytes faibles. On appliquait la formule et on obtenait une concentration de 0,35 osmoles par litre. Il fallait bien faire attention aux parenthèses et aux crochets, parce que sinon ça pouvait donner un résultat tout autre. Ethno vous informe maintenant que la fusée ne décollera que si la constante de dissociation du carburant dépasse 0,3 mol par litre. Alors c'était vrai, du coup la fusée pourra décoller. Là encore, deux formules pour calculer la constante de dissociation, même si en réalité, en fait, c'est la même formule, mais qu'on simplifie dans le cas d'ions monovalents. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, donc vos ions, un ion plurivalent, qu'est-ce que c'est? Ça va être par exemple Mg2+. Mg2+, c'est un ion bivalent. Tandis que, je sais pas moi, Cl-, c'est un ion monovalent. Donc là, on était dans le cas d'ion monovalent. Et donc, on va utiliser la loi de dilution d'Ostwald, qui est en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous le verrez de toute manière dans votre cours, une simplification de l'autre formule, voilà, la formule dans le cas d'ion plurivalent, donc dans la constante de dissociation. Cette formule-là, elle prend en compte les valences, X et Y, là, dans la formule. Tandis que si on simplifie, parce qu'on a que des ions monovalents, on retombe sur... hop, ça bug un peu, pardon. On retombe sur cette formule-là, qui dit que K est égal à concentration molaire fois alpha au carré divisé par 1 moins alpha. Attention, c'est que le alpha qui est au carré. C'est pas concentration fois alpha qui est au carré, c'est que le alpha. Et en fait, cette formule, elle va simplifier les choses parce que, comme vous pouvez le voir, elle demande moins d'exposants et de complications dans l'application numérique. On avait notre concentration molaire, on avait le coefficient, il nous suffisait d'appliquer tout ça et on obtenait 0,336 mol par litre, mol fois litre moins 1, pardon. Ce qui était supérieur à 0,3, du coup la fusée de nos agents d'espace pourra décoller. Les items vrais étaient B et E, et c'était tout pour ce QCM. Simplement, je voulais ajouter qu'on vous souhaitait beaucoup de courage pour la suite, et qu'on espère que cette fin de semestre va se passer au mieux pour vous. Je vous laisse maintenant avec Baptiste pour la correction du QCM6 et je vous dis à très très vite sur le forum ou bien lors d'école. Salut! Salut à tous, on se retrouve pour la correction du QCM6 sur les concentrations. Alors l'objectif avec ce QCM, c'était de vous faire manipuler les différentes formules des concentrations, avec la distinction pour les deux premiers items entre le cas avant dissociation et le cas après dissociation, où on s'intéresse cette fois-ci plus à la concentration de nos différents ions. On était donc face à deux composés, l'acide chlorhydrique HCl et l'iodure de sodium NaI, avec des informations pour chacun, et notamment le fait qu'il s'agit d'un électrolyte fort pour l'HCl, c'est-à-dire qu'il se dissocie totalement en solution, contrairement au NaI, qui n'est dissocié qu'à 60%, d'où un coefficient de dissociation alpha qui est égal à 0,6. Autre information importante au niveau des données, c'était le fait qu'on ne négligerait pas le volume des solutés. Souvent dans ce genre de QCM, on fait l'approximation que le volume de solution est environ égal au volume de solvant. Or, pour être précis, et il fallait faire attention à ça dans le QCM, le volume de solution, c'est le volume de solvant plus le volume occupé par nos différents solutés. Donc c'était une information à laquelle il fallait prêter attention parce que ça allait conditionner les réponses à nos différents items. Donc en commençant par l'item A, situation avant dissociation, on s'intéresse à l'osmolarité, concentration osmolaire. La formule de la concentration osmolaire, c'est la quantité de matière divisée par un volume de solution. Et pour trouver ce volume de solution, on a besoin de connaître le volume occupé par nos différents solutés pour l'ajouter à celui du solvant. Et pour trouver le volume de chacun de nos solutés, on va passer par la formule de leur masse volumique qui nous était fournie au niveau des données dans le tableau à droite et qui correspond à la masse divisée par le volume. En faisant un produit en croix, on retrouve facilement le volume pour chacun de nos deux solutés qui correspondra à leur masse divisée par leur masse volumique. Il faudra faire attention aux unités, on divisera des grammes par centimètre cube pour
trouver un résultat en sortie de formule qui correspondra à des centimètres cubes, puis en multipliant par 10 puissance moins 3 à des décimètres cubes, et comme on sait par cœur que 1 litre correspond à 1 décimètre cube, on sera capable d'exprimer ces différents volumes en litres. Donc on répète la même opération pour trouver le volume occupé par l'iodure de sodium, et finalement on est capable d'additionner nos deux valeurs pour trouver le volume occupé par nos deux solutés en litres qui correspond à 1,319 10 puissance moins 2. Puis en ajoutant cette valeur au volume de solvant, c'est-à-dire les 3 litres d'eau, de trouver le volume de la solution, soit 3,01319 litres. Dernière étape dans le calcul de notre concentration osmolaire, elle correspond au calcul de nos quantités de matière pour chacun des deux solutés. Donc le HCl à gauche et ici à droite le NaI. Pour ce faire, on prend la deuxième information du tableau, c'est-à-dire la colonne de gauche qui correspond aux masses molaires de nos deux composés, et on va diviser la masse de chacun des deux composés par leur masse molaire respective. Toujours faire attention à l'homogénéité de nos unités. Ici, au niveau du numérateur, on va prendre une masse en grammes, qu'on divisera par une masse molaire en grammes par mol, pour obtenir une quantité de matière exprimée en mol. D'où les 16 mg que l'on multiplie par 10-3 pour avoir un résultat en grammes. On répète la même opération ici au niveau de la quantité de matière du NaI, et on divise le tout par le volume de solution pour obtenir le résultat de la concentration osmolaire totale avant dissociation, dans un premier temps en osmol par litre, puis en multipliant le résultat par 10 puissance 3 en milliosmol par litre, et on trouvait 20,056. Item B, on s'intéresse cette fois-ci à l'osmolalité. Donc on retrouve des similitudes par rapport à la formule, mais ici ce qui change, c'est qu'on va diviser au dénominateur non plus par le volume de solution, mais par la masse du solvant. Notre solvant ici correspond à de l'eau, on avait 3 litres d'eau, et l'approximation qu'on doit faire à chaque fois dans ce genre de QCM, c'est que 1 litre d'eau est égal à 1 kg d'eau. Pourquoi? Parce que notre solvant ici correspond uniquement à de l'eau, on n'a pas d'autres composés de solvants pour lesquels on aurait besoin de tenir compte et de repasser notamment par la formule de la masse volumique, comme on a fait tout à l'heure pour nos deux solutés. On a seulement 3 litres d'eau qui correspondront à 3 kg d'eau, et on n'aura plus qu'à appliquer cette valeur au niveau du calcul de la concentration osmolale. Au numérateur, on reprend toujours les quantités de matière, ici pour le HCl, ici pour le NaI, et on trouve le résultat en osmol par kilo d'eau ou en osmol par kilo de solvant, puisqu'ici c'est notre solvant, 0,02144 ou 20,144 milliosmoles par kilo de solvant. Ça correspond à la concentration osmolale de notre solution, toujours avant dissociation. À partir de l'item C, on s'intéresse à la situation après dissociation, et la première étape à réaliser donc, c'est d'écrire pour chacun de nos deux électrolytes les équations de dissociation, pour ensuite calculer différentes concentrations. On commence avec le HCl, qui se dissocie en un ion H+, et un ion Cl-, c'est-à-dire 2 osmoles. C'est un électrolyte fort, donc pour calculer sa concentration osmolaire, on utilisera bien la formule nu fois C molaire. Nu, ça correspond au nombre d'unités cinétiques, ou d'osmoles, et ici, on est bien sur 2 osmoles, c'est-à-dire un ion H+, et un ion Cl-. On fait la même chose pour l'iodure de sodium, c'est-à-dire qu'il se dissocie en un ion Na+, et un ion I-. La seule chose qui change, c'est qu'il s'agit d'un électrolyte faible, c'est-à-dire non totalement dissocié en solution, et de ce fait nous oblige à employer cette égalité, c'est-à-dire que pour la concentration osmolaire, on utilisera cette formule pour prendre à la fois en compte la partie dissociée, les 60%, et la partie non dissociée, c'est-à-dire les 0,4 restants. Pour calculer l'osmolarité totale de notre solution, on fera bien la somme des deux valeurs calculées, et au niveau de l'application numérique, on obtient bien cette égalité, en prenant en compte ici le nombre d'unités cinétiques, donc cette partie correspond à l'acide chlorhydrique, et cette partie au NaI, qui est bien un électrolyte faible. On trouve un résultat en osmol par litre, ou en milliosmol par litre en multipliant par 10 puissance 3, 32,147 milliosmoles par litre. Ça correspond à notre nouvelle concentration osmolaire, mais cette fois-ci après dissociation.
Petite explication pour l'item qui était faux, l'item C, on a bien le résultat donc sous cette valeur qui correspond au fait qu'on ait bien utilisé ici au niveau de l'application numérique le volume de la solution, 3,01319, et non pas seulement le volume de solvant qui était 3 litres. Et si on résume sous forme de tableau, en distinguant le cas avant et après dissociation, on peut voir notamment au niveau des électrolytes qu'on a une concentration nulle en ce qui concerne l'acide chlorhydrique, ce qui est normal puisqu'il s'agit d'un électrolyte fort, donc totalement dissocié, et on n'aura plus de concentration après dissociation, contrairement au NaI, où il nous reste une fraction qui correspondra à une certaine concentration, c'est-à-dire aux 40% qui ne se sont pas dissociés, même après incorporation dans la solution. Après, ici, tout en bas, on a la ligne pour les osmolarités totales. On a la valeur calculée à l'item A avant dissociation, puis la nouvelle concentration après dissociation que l'on vient de calculer pour l'item C. Item D, on s'intéresse à la concentration équivalente et plus spécifiquement à celle des anions. Donc, pour rappel, la formule générale de la concentration équivalente, c'est la somme des produits entre la valence des anions multipliée par leur concentration respective. Donc, première étape, c'est bien d'identifier les différents anions en présence. Ici, on a écrit les équations de dissociation et on sait qu'on a à la fois du Cl- et du I-, ce qui nous donne au niveau de la concentration équivalente cette égalité. Attention, on prend bien les valences en valeur absolue, symbolisées par ces deux barres ici verticales, c'est-à-dire que l'on supprimera au niveau de l'application numérique le signe négatif, puisqu'on raisonne sur des anions. Dans tous les cas, pour l'ion Cl- et pour l'ion I-, on avait une valence qui valait -1, soit 1 en valeur absolue. Au niveau des concentrations, on prendra les différentes quantités de matière, divisées toujours par le volume de solution, ici, et subtilité concernant l'ion I-, on sait qu'il est issu de la dissociation du NaI, qui était un électrolyte faible, et dont seulement 60% se dissociaient, donc il ne faut pas oublier de multiplier par 0,6 ici au niveau de l'application numérique. Donc c'est ce qui est expliqué juste ici, et finalement on retrouve un résultat en équivalent par litre, qui est l'unité de la concentration équivalente, et en litres parce qu'on a bien divisé par un volume exprimé en litres. Mais nous, dans l'item, on cherche une unité exprimée en équivalent par mètre cube. Il y a donc une conversion qui est nécessaire à réaliser. On sait que des équivalents par litre, ça correspond à des équivalents par décimètre cube. Et pour le passage en mètre cube, comme on raisonne au niveau du dénominateur, il faut multiplier par l'inverse de 10 puissance moins 3. Et multiplier par l'inverse de 10 puissance moins 3, ça revient à multiplier tout simplement par 10 puissance 3, soit un résultat de 12,091 équivalents par litre. Équivalent par mètre cube, pardon. Finalement, l'item E, on veut savoir si la solution est diluée, et pour ce faire, on va passer par le calcul de la fraction molaire de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on sait que si cette fraction est supérieure à 0,99 strictement, alors on pourra considérer notre solution comme diluée. Donc pour rappel, la formule de la fraction molaire, c'est la quantité de matière du solvant divisée par cette même quantité de matière du solvant ajoutée avec celle de nos différents solutés. Donc, si on adapte à notre énoncé, on retrouvera notre quantité de matière d'eau sur toujours cette quantité de matière d'eau plus celle de chacun de nos différents ions, puisqu'on est dans le cas après dissociation. Et pour calculer nos différentes quantités de matière, on repassera toujours par notre masse divisée par nos masses molaires, avec le fait de connaître par cœur cette valeur qui est la masse molaire de l'eau et qui correspond à 0,018 kg par mol ou 18 g par mol et qui est à connaître par cœur. On obtient donc cette égalité au niveau de l'application numérique, à savoir concernant la quantité de matière de l'eau, 3 kg d'eau divisé par sa masse molaire, 0,018, la même valeur au niveau du dénominateur, ajoutée à celle de chacun de nos différents ions. Cette partie, elle correspond à nos ions H+ et Cl-. Cette partie aux ions I- et Na+, issus de la dissociation du NaI. Et enfin, cette partie tout à droite, à la partie non dissociée du NaI, les 40% restants. On retrouve donc un résultat, 0,9994, sans unité puisqu'on calcule un rapport, qui est strictement supérieur à 0,99 et nous permet bien de considérer notre solution comme étant diluée.
On avait donc les lettres A, B, D et E pour le QCM6. C'en est terminé pour moi. Je vous souhaite bon courage dans cette dernière ligne droite. Surtout ne lâchez rien et donnez tout, on croit en vous. À bientôt! Coucou les loulous, du coup on va corriger ensemble le QCM 7. Donc dans ce QCM, on avait des globules rouges qui étaient plongés dans deux compartiments différents. Ces deux compartiments, ils étaient placés à une température de 25 degrés et ils étaient séparés par une membrane semi-perméable indéformable. Donc ça, c'est des données très importantes au niveau de la membrane. Et le premier compartiment contenait une solution de 0,1 osmol par litre de NaCl et le second de 0,4 osmol par litre. Donc l'item A, il était faux. Donc déjà, petit rappel sur les solutions isotoniques. Donc une solution isotonique, c'est une solution qui a la même concentration que les globules rouges physiologiques, c'est-à-dire une concentration de 300 milliosmoles par litre. Cette concentration, elle est vraiment à connaître par cœur, d'accord? Et donc, quand la solution extérieure a la même concentration que les globules rouges, il ne va pas y avoir de transfert d'eau entre la solution et le globule rouge, puisqu'il n'y a pas besoin d'équilibrer les concentrations, puisqu'elles sont identiques. Donc dans ce cas-là, les globules rouges vont garder leur forme physiologique, qui est une forme de disque biconcave et non pas biconvexe. Attention. Donc ils vont être en fait creusés vers l'intérieur, donc comme sur l'image que l'on a juste ici. Donc ça, c'est la forme physiologique de nos globules rouges. L'item B, il était juste. Donc à l'état initial, dans le premier compartiment, la solution étant fortement hypotonique, il y a une hémolyse partielle de nos globules rouges. Donc ça, c'était bien juste. En effet, donc dans le premier compartiment, on a une solution de NaCl de 0,1 osmol par litre. Donc déjà, première chose à faire, il va falloir convertir ces osmoles en milliosmoles par litre ou en osmoles par mètre cube, qui sont les unités du système international en fait. Donc pour ça, on sait que 1 osmole par litre est égal à 10 puissance 3 milliosmoles par litre. Donc on fait un petit produit en croix. Donc on fait 0,1 osmole par litre multiplié par 10 puissance 3 et divisé par 1. Et donc on trouvait une solution de 100 milliosmoles par litre dans le compartiment 1. Donc ces 100 milliosmoles par litre, on peut voir que c'est très inférieur à 300 milliosmoles par litre, qui est la solution physiologique, la concentration physiologique de nos globules rouges. Donc, on a une solution qui est fortement hypotonique. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? L'eau l'eau va rentrer dans nos globules rouges pour pouvoir aller diluer en fait nos globules rouges qui sont beaucoup plus concentrés que la solution extérieure. Et comme la nature aime l'équilibre, on va avoir une tendance à ce que ça s'équilibre et donc que les globules rouges aient une concentration identique au milieu extérieur. D'accord? Et donc, l'eau va rentrer de façon très importante dans nos globules rouges pour que ça équilibre nos concentrations. Donc, on va avoir ce schéma-là. Donc, l'eau rentre dans notre globule rouge. OK? Donc, comme l'eau va rentrer dans nos globules rouges pour aller les diluer, ces globules rouges, ils vont gonfler. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la turgescence. Sauf qu'on a une solution qui est fortement hypotonique, puisque une solution qui serait normalement hypotonique, ce serait une solution plutôt aux alentours de 200 milliosmoles par litre. Là, on a vraiment une solution qui est très très hypotonique. Donc l'eau, ça veut dire qu'elle va rentrer de façon très importante dans les globules rouges pour aller vraiment beaucoup plus les diluer. Et donc, elle va rentrer de façon tellement importante qu'elle va aller jusqu'à faire éclater certains globules rouges. Et c'est ce phénomène d'éclatement que l'on appelle l'hémolyse. Donc on a bien une hémolyse de nos globules rouges avec une solution de 100 milliosmoles par litre. L'item C, lui, il était faux. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on ne va pas avoir de flux du compartiment 2 vers le compartiment 1. Pourquoi? Parce que, donc attention, on avait une membrane semi-perméable et indéformable. La membrane semi-perméable indéformable, elle ne va laisser passer que les solvants. Donc en l'occurrence ici, elle ne va laisser passer que l'eau et elle ne va pas laisser passer les autres solutions. Donc elle ne va pas laisser passer le NaCl. Le NaCl, lui, donc il va être trop gros, il va être retenu par cette membrane, il ne pourra donc pas la traverser
Et donc comme le nacelle ne va pas pouvoir s'équilibrer entre les deux compartiments, il va y avoir toujours donc cette différence de concentration qui va persister même à l'état d'équilibre entre nos deux compartiments. Et donc cette différence de concentration, elle va être à l'origine d'une différence de pression finalement entre nos deux compartiments, une pression qui va s'exercer sur la membrane qui est donc indéformable et immobile en fait. Une membrane indéformable et immobile, c'est une membrane qui va faire que nos deux compartiments, il ne va pas y avoir de variation de volume ni de concentration entre nos deux compartiments en fait. Donc l'item D, comme on l'a vu donc à l'item C, il va bien y avoir une différence de pression osmotique. Et donc pour la calculer, on fait donc delta P, donc notre différence de pression osmotique en pascal, qui est égale à R, notre constante des gaz parfaits, qui est égale à 8,32 joules par Kelvin par mol, multiplié par notre température, qu'on va bien faire attention à passer en Kelvin. Donc pour ce faire, on rajoute plus 273 à la température en degrés. Et on multiplie tout ça par les concentrations osmolales, donc la différence de concentration osmolale entre le compartiment 2 et le compartiment 1, toujours en milliosmoles par litre ou en osmoles par mètre cube. Donc on passe à l'application numérique, on fait bien attention à passer notre température ici en Kelvin, pareil ici au niveau des unités, et on trouvait une différence de pression de 743 808 pascal. Et donc voilà, il fallait bien faire attention à multiplier par 10 puissance 3, comme on l'a vu aux items d'avant, pour bien mettre nos concentrations en milliosmoles par litre. Donc on avait 100 milliosmoles par litre dans le compartiment 1 et 400 milliosmoles par litre dans le compartiment 2. Et pour petit rappel, 1 milliosmole par litre, c'est égal à 1 osmole par mètre cube. Concernant l'item E, donc à l'équilibre, la concentration en NaCl dans les deux compartiments est identique. Donc non. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu aux items d'avant, la membrane étant semi-perméable et indéformable, elle ne va pas laisser passer donc les solutés, donc comme le NaCl ici. Donc les concentrations ne vont pas changer entre l'état initial et l'état d'équilibre. Ce qui fait finalement qu'à l'équilibre, le compartiment 1 aura toujours sa concentration de 100 milliosmoles par litre et le compartiment 2 sa concentration de 400 milliosmoles par litre. Pour rappel, une concentration de 400 milliosmoles par litre est hypertonique, donc ça c'est le cas du compartiment 2 en fait. Donc vu que c'est supérieur à 300 milliosmoles par litre, ça va être hypertonique. Donc l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire en sorte d'aller diluer cette fois-ci la solution. Donc pour ça, elle va sortir de notre globule rouge pour aller diluer la solution. Et donc le globule rouge, lui, il va s'aplatir, il va se ratatiner. C'est ce qu'on appelle la plasmolyse. Et donc petit moyen mémotechnique, comme le globule rouge, il s'aplatit, il devient plat, donc plasmolyse. Ok, donc on a un petit tableau pour récapituler tout ça. Donc ici, ce qu'il faut bien connaître, c'est l'état des globules rouges en fonction des différentes concentrations. Et donc, on a un petit récapitulatif de notre QCM. Donc dans le compartiment 1, on avait une solution de 100 milliosmoles par litre. L'eau va donc rentrer dans les globules rouges pour aller les diluer vu qu'ils sont beaucoup plus concentrés que le milieu extérieur. Donc comme l'eau rentre, on a une turgescence, les globules rouges gonflent. Et ils vont aller jusqu'à même éclater à tel point que l'eau va rentrer dans les globules rouges, ça va les faire éclater, c'est ce qu'on appelle l'hémolyse. Dans le compartiment 2, au contraire, l'eau va sortir de nos globules rouges, donc puisque le milieu extérieur est beaucoup plus concentré, donc l'eau sort de nos globules rouges, les globules rouges se ratatinent, c'est ce qu'on appelle le phénomène de plasmolyse. Donc pour ce QCM7, les items justes étaient les items B et D. Voilà, j'espère que cette colle s'est bien passée pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum. Et puis bon courage pour la suite. Bisous!